Bienvenue dans la série d'experts de l'Institut de la Conférence des associations de la défense, le podcast qui vous propose des discussions critiques avec des leaders d'opinion dans les domaines de la défense, de la sécurité et des affaires mondiales. Dédié à la promotion d'une approche rationnelle et factuelle de la sécurité et de la défense canadienne, l'Institut stimule la tenue d'un débat rigoureux sur les questions de sécurité nationale à travers ses événements, sa recherche et ses publications. La semaine dernière, le ministre de la Défense, Bill Blair, a dévoilé une mise à jour attendue de la politique de défense du Canada intitulée « Notre Nord fort et libre ». La nouvelle politique prévoit un budget supplémentaire de 8,1 milliards de dollars pour la défense et s'engage à investir un total de 73 milliards de dollars dans la défense au cours des 2 prochaines décennies. Dans l'épisode d'aujourd'hui, le directeur exécutif de l'Institut, Yuri Cormier, discute des implications de cette mise à jour avec Stéphanie Von Lacky, membre du conseil d'administration de l'Institut et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le genre, la sécurité et les forces armées à l'Université Queen's, ainsi qu'avec Justin Massy, fellow à l'Institut. Bonne écoute! Merci à tout le monde qui nous écoute. C'est vraiment un plaisir de faire une nouvel épisode dans notre série Experte en français. C'est rare qu'on ait le privilège de faire ça en français, donc on en profite. Ça me fait plaisir de présenter nos invités aujourd'hui. On a Stéphanie Von Lacky, qui est professeure à Queen's University et aussi membre du conseil d'administration de l'Institut de la Conférence des associations de la défense, et aussi Justin Massy, qui est professeur à l'UQAM et fellow avec l'Institut aussi. Donc, bienvenue à notre série. Je commence avec une question assez ouverte, mais la politique de défense, le update, on pourrait dire, s'appelle Notre Nord fort et libre. C'est beaucoup axé sur l'Arctique. Qu'est-ce que vous en faites de ce titre, mais aussi de cette transition? Stéphanie, d'abord, en premier. Merci, Yuri. Faut mettre un peu cet exercice en contexte parce que c'est une mise à jour de la politique de la défense. Donc, ça ne remplace pas nécessairement le document de politique, l'énoncé de politique qui avait été émis en 2017. Donc, c'est un peu ce qui manquait finalement dans le dernier énoncé. Donc, c'est important, je pense, de rappeler ce contexte-là quand on reçoit et quand on analyse cette mise à jour de la politique de défense. Ensuite, il y a une façon de cadrer les priorités de défense qui vont interpeller la population canadienne avec l'accent qui est mis sur l'Arctique. Donc, la protection du Grand Nord canadien, investir dans les infrastructures en Arctique et dans le Nord canadien, ce sont tous des enjeux qui vont amener la défense à justifier les investissements de façon plus large que la logique strictement militaire. Donc, d'être capable de parler de l'Arctique dans le contexte des changements climatiques et du fait que l'Arctique devient un peu un microcosme de la compétition entre grandes puissances, c'est une nouvelle façon de justifier l'importance de la défense. Et c'est important de le justifier parce qu'en ce moment, avec l'inflation, avec tous les problèmes liés à la transition post-COVID, je pense que la population canadienne est un peu aussi inquiète. Et donc, il faut vraiment rappeler et justifier l'importance de la défense. Donc, ça, c'est fait tant au niveau des changements climatiques et des besoins d'investir dans le Grand Nord canadien et l'Arctique, mais aussi de faire ce lien entre la sécurité et la prospérité, de vraiment démontrer que la stabilité de l'ordre international est très importante pour finalement l'économie canadienne. Le Canada est un pays qui est très dépendant sur le libre-échange. Donc, je pense qu'il faut premièrement remettre cette politique, cette mise à jour de politique en contexte, mais aussi comprendre qu'il y a certains messages qui sont véhiculés pour faire comprendre à la population canadienne que la politique de défense a des bénéfices pas seulement dans un cadre militaire, mais dans toutes sortes d'autres logiques. Et Justin, à Oui, toi? je suis tout à fait d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Stéphanie dit. Si on ajoute 73 milliards de dollars aux 215 qui avaient été annoncés en 2017, ça fait quand même beaucoup d'argent à vendre aux Canadiens pour les 20 prochaines années. Et il faut ramener la menace à chez eux. Je pense que c'est la meilleure façon que l'on peut faire digérer une telle facture. Et c'est pour ça que je crois que le titre, mais c'est plus que dans le titre également, c'est aussi dans les choix d'équipements sur lesquels on s'est entendu, parce qu'il faut reconnaître que dans la mise à jour, il y a beaucoup d'éléments qui sont encore en exploration, en étude, ou en examen. Mais il y en a d'autres qui ils sont engagés. Et ces éléments-là portent beaucoup
sur la défense du territoire nord-américain et canadien, plus que sur des forces expéditionnaires, qu'on pense aux hélicoptères tactiques, aux radars, aux satellites, aux avions de détection, les AWACS que le Canada n'a jamais obtenus, même le commandement cyber, les capteurs pour les AOPS aussi, les navires extra-côtiers, les carrefours de soutien aussi et les infrastructures. C'est tous des éléments qui vont surtout servir à l'Amérique du Nord. Donc, c'est plus que joue aussi. Il y a le message, je pense, qu'il faut vendre, mais c'est aussi que clairement, il y avait des carences dans la défense canadienne pour défendre notre propre territoire et que peut-être dans le passé, on avait privilégié davantage les capacités expéditionnaires, euh, quitte à peut-être pas avoir suffisamment de protection à la maison. Cela dit, il y a d'autres éléments qui sont toujours exploratoires, qui serviraient aussi à la défense du Canada qui sont pas listés. Et là-dedans, j'en soulèverais au moins deux, les drones de surveillance notamment et de frappe, ainsi que bien sûr les sous-marins, qui sont justifiés par rapport à la menace que posent les puissances révisionnistes que sont la Chine et la Russie dans les eaux canadiennes et aussi face au changement climatique, mais qui ne sont pas budgétés. Donc, au-delà des 73, en plus des 215 milliards qui ont été annoncés depuis 2017, il y a des carences qui ne sont pas peu chères. Si on prend le coût des sous-marins que les Australiens vont se payer, c'est pas cheap, comme on dit en bon québécois. Et donc, ce sont des coûts qu'il va falloir à nouveau justifier aux Canadiens. Et ça sera difficile de faire passer une troisième pilule éventuellement. Là, vous avez parlé de capacité expéditionnaire, puis il y a quand même des gens qui ont regardé cette politique-là, puis ils l'ont présentée comme étant un peu la forteresse Amérique, les détracteurs en fait de cette politique. Est-ce qu'on peut vraiment dire il y a cette équation à somme nulle, ou est-ce que c'est des investissements qui vont un peu être capables de faire les deux en même temps? D'une part, le message est très clair dans cette mise à jour de la politique que les investissements qui sont promis sont une contribution directe à l'OTAN. Puis ça, il y a un changement au niveau de la rhétorique, au niveau de la façon dont la politique de défense est présentée, parce qu'on parle vraiment de défendre et d'assurer la sécurité dans le flanc nord et ouest de l'OTAN. Je pense que ça, c'est important parce que on a beaucoup de pression de nos alliés américains pour investir plus dans le NORAD, pour investir dans la défense continentale. Et puis, il faut aussi, en tant que pays, être capable d'assurer la souveraineté dans le Nord, donc avoir les capacités de surveillance et être capable de répondre s'il y a urgence ou besoin. Mais ça n'a pas toujours été exprimé dans le cadre d'une logique transatlantique. Et là, la mise à jour de la politique le fait et c'est un signal important à envoyer aux alliés. Et on démontre vraiment dans cette mise à jour-là qu'il y a deux régions qui sont plus importantes que les autres pour la sécurité du Canada. Oui, il y a cet accent qui est mis sur le continent nord-américain, mais on parle beaucoup de l'Indo-Pacifique et on parle beaucoup de la région transatlantique. Donc, le pont est fait. C'est quand même justifié. Oui, j'ajouterais que beaucoup de l'argent qui est planifié à court terme, disons dans les 5 premières années, vont viser à simplement maintenir notre flotte. Et notre flotte, par exemple, maritime et terrestre, sert beaucoup aussi des opérations expéditionnaires, pas simplement la défense du territoire. Donc, c'est dual à ce niveau-là. Et que les principaux investissements, les gros, là, sont dans 10 ans, des fois 15 ans. C'est une politique sur 20 ans, donc c'est à très long terme, mais qu'il y a des capacités qui sont duales aussi, qui sont prévues d'ici la fin de la décennie ou début de la deuxième décennie. Si on pense, par exemple, à augmenter la production de munitions, qui est essentielle, qui crée des emplois au Canada, qu'on aurait souhaité il y a 2 ans pour en avoir suffisamment pour aider l'Ukraine, au lieu de le planifier présentement pour 2026, 27, 28, 29. Si on espère que l'Ukraine existe encore, à ce moment-là, ben, peut-être qu'on sera prêt. Ce sont bien sûr des capacités qui peuvent servir la défense du Canada, mais bien sûr aussi nos partenaires, comme on peut le voir en Ukraine. Donc, il y a ces capacités-là. Même chose pour les missiles pour l'armée de terre à de longue portée. C'est bien sûr des capacités qui peuvent servir. C'est rare que, et on peut parler des hélicoptères tactiques, on a discuté tout à l'heure, ou des avions de détection, c'est des capacités qui sont exportables. Alors, le cadrage qui est fait que défendre le Canada, défendre l'Amérique du Nord fait aussi partie de l'OTAN, je pense que c'est le bon, parce que les capacités qu'on doit développer pour se défendre sont aussi des capacités qui peuvent prêter main forte à nos alliés, nos partenaires, face aux mêmes menaces. Parce que quand on regarde le premier chapitre de cette mise à jour-là, c'est vraiment
en toute conformité, la même préoccupation des menaces que les Européens et les Américains ont fait dans leur mise à jour depuis les 2 dernières années. Ce sont les mêmes problématiques de l'agressivité russe qui est manifeste, bien sûr, mais aussi chinoise et cumulée aux enjeux climatiques que la Norvège, par exemple, a aussi pris en compte dans le doublement, sa volonté de doubler son budget d'ici les prochaines années. Donc, on voit, le Danemark, c'est la même chose, on voit ces pays-là nordiques doivent faire face à ces transformations-là. Donc, on est dans toute adéquation avec nos alliés aussi dans la perception que l'on a de l'environnement. Peut-être pas dans le même sentiment d'urgence que nos alliés, parce qu'on reporte à beaucoup de choses dans la prochaine décennie. Ouais, puis en effet, c'était quand même un assez grand changement de politique étrangère, d'appeler à nos alliés de contribuer dans l'Arctique. On a toujours été un peu plus réservé par rapport à ça, donc ça augure bien pour le futur de nos interactions avec nos amis européens. Mais parlons-en un petit peu. J'ai l'impression qu'à chaque 5 ans, les gouvernements disent, OK, là c'est l'heure, on va investir dans l'Arctique, l'infrastructure s'en vient. Puis là, en plus, on rajoute l'élément de changement climatique. Les infrastructures sont de plus en plus difficiles à bâtir et rester sur place à cause du permafrost, etc. Donc, est-ce qu'il y a assez d'argent dans cette politique pour réellement réussir ce que tant de gouvernements auparavant n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire développer l'Arctique et amener les infrastructures requises pour on va dire, protéger l'Arctique? Je ne crois pas qu'il y en a assez. Effectivement, ça coûterait beaucoup trop cher, je pense, de pouvoir le livrer de toute façon à court terme. Mais il faut aussi prendre en compte que si on donnait 4 fois plus d'argent au ministère de la Défense aujourd'hui, il en dépenserait 4 fois moins. Il faut aussi avoir la capacité structurelle de mettre en œuvre les sommes astronomiques qui sont nécessaires dans les infrastructures des aéroports ou de toute autre capacité de projection. Les hubs qu'on veut installer et tout ça, les satellites qu'on veut installer, on le met dans plusieurs années, je pense, parce que on est incapable de le faire, même si on avait l'argent aujourd'hui. Et ça, malheureusement, c'est le point le plus faible, je trouve, de la politique, parce que oui, on dit qu'on va réviser notre politique d'acquisition, on va réviser nos meilleures pratiques pour avoir plus de personnel, mais c'est pas du tout clair à la lecture du document qu'il y a des réelles solutions qui sont proposées pour ce faire. Je ne crois pas que les quelques millions de dollars pour créer des logements vont être suffisants pour changer les choses, pour aller chercher 16 000 personnes de plus dans la jeunesse canadienne ou sur les systèmes de garderie qui vont être à faire aussi sur les bases militaires, que ce sera suffisant pour avoir plus de personnel. L'augmentation de personnel civil est tout à fait appropriée. Est-ce que ça sera suffisant pour être capable de faire ces investissements? J'en doute. Et dans la mesure où le ministère des Travaux publics aussi, parce que la Défense nationale des infrastructures doit aussi le faire en coordination avec d'autres agences et d'autres ministères, rend les choses extrêmement complexes. Donc, peut-être que la somme est insuffisante, mais peut-être qu'elle est la seule que le ministère s'estime être en mesure de faire dans les prochaines années pour réellement investir dans le Nord canadien. Là, c'est une belle petite transition, Justin, que tu nous proposes. Je voulais parler un peu avec Stéphanie d'abord. Recrutement et rétention, on sait, il manque au-delà de 16 000 membres des Forces armées canadiennes présentement. Il y a quand même une section, plusieurs pages qui parlent du personnel. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu une revue de presse? Qu'est-ce qui se passe dans ce document-là par rapport au personnel? Puis, est-ce que vous croyez qu'on a mis en place les bonnes politiques pour arriver aux fins de régler ce problème de sous-représentation? C'est une des parties de la mise à jour qui est plus détaillée, là, si on veut, parce qu'il y a des initiatives spécifiques qui ont déjà été lancées, d'ailleurs, des projets pilotes et tout ça. Donc, on a accepté beaucoup plus de risques sur le front du recrutement et de la rétention pour voir s'il y a des solutions qui peuvent fonctionner. Donc, je vais y revenir un peu plus tard, mais je vais aussi dire que même avec les meilleures stratégies et initiatives à court terme, il y a quand même une situation de plein emploi. Il y a eu la COVID aussi qui a beaucoup ralenti le système de recrutement et de formation pour les Forces armées canadiennes. Ça crée beaucoup de délais. Donc, il y a un certain rattrapage à faire à ce niveau-là. Donc, même dans les meilleures conditions, même avec plus d'argent sur la table, même avec plus d'avantages pour les familles militaires, il y a quand même aussi des variables plus larges ici à considérer. Mais quand même, je demeure optimiste. Donc, si on parle d'initiatives spécifiques, premièrement, il y a le système en tant que tel de recrutement qui est trop lent.
On parle de numériser donc tout ce système-là pour être capable de traiter les applications de façon plus rapide. Donc ça, c'est urgent comme changement et donc c'est déjà en cours. Et puis, il y avoir plus d'amélioration à ce niveau-là dans un avenir assez rapproché. Ensuite, on parle aussi de apporter certains changements par rapport aux activités de formation et d'entraînement pour justement être capable de faire passer les recrues plus rapidement au travers des différentes étapes dont ils ont besoin de franchir pour pouvoir être employés par les forces armées canadiennes. Donc, ça aussi, c'est très important. Ensuite, on parle aussi de l'évaluation des dossiers en tant que tel, au-delà des améliorations pour la numérisation des systèmes, l'évaluation des dossiers, l'évaluation médicale et de sécurité. On propose des améliorations à ce niveau-là aussi pour que les délais à ce niveau-là aussi soient plus courts. On a essayé de nouvelles initiatives comme faire un appel de recrutement aux résidents permanents. Ça a connu beaucoup de succès, mais le bémol, là, c'était que pour l'évaluation des dossiers, surtout du côté sécurité, ça prenait plus de temps. Donc, on a changé l'attitude par rapport au risque et on essaie de nouvelles choses. Ensuite, ce qui va porter fruit, ça demeure incertain, mais il y a plusieurs initiatives en cours. Ensuite, au niveau de la rétention, beaucoup d'études ont été faites sur cette question. Et à l'interne, au sein du ministère de la Défense et à l'externe par la communauté d'experts et d'universitaires. Et on parle beaucoup de conciliation travail-famille. On reconnaît que les Forces armées canadiennes ont changé, le modèle familial aussi, et donc il faut adapter les services et avantages pour soutenir la famille moderne des Forces armées canadiennes et donc vraiment être à l'écoute de leurs besoins pour intégrer leurs préoccupations dans les réformes pour qu'il y ait une meilleure rétention du personnel. Je dirais aussi que ce dont on a déjà parlé, là, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est entretien des installations militaires et de l'équipement, c'est très important aussi pour la rétention. Parce qu'au jour le jour, pour les membres des Forces armées canadiennes, de travailler dans un environnement où l'infrastructure est chancelante, où on a besoin justement d'entretien et avoir de l'équipement qui n'est pas fonctionnel, c'est pas très motivant. Donc, ça, c'est aussi très important pour l'aspect rétention, même si on a tendance à en discuter dans d'autres contextes. J'ai remarqué qu'à la fin du document, je crois que c'est l'annexe D, euh, on discute du fait qu'il y a des enjeux au niveau du coût du logement qui font en sorte que ça joue au niveau de les recrutements et la rétention, mais aussi le problème comment les époux et les épouses peuvent trouver du travail lorsqu'un membre des forces se fait transférer ou muter à une autre province. Donc ça, c'est deux enjeux qui sont abordés, mais quand je regarde encore une fois le budget, pas de nouvel argent pour les logements pour les 3 premières années, et c'est pas clair qu'on a un plan de match pour travailler avec les provinces. Comment on fait pour régler ces deux enjeux-là, puis est-ce qu'on peut aller assez vite pour justement remonter la pente des 16 000 à travers ces deux axes-là? Ça revient à ce qu'on disait plus tôt un peu. Il y a plusieurs idées qui sont proposées, mais souvent le plan de mise en œuvre n'est pas tout à fait là. Mais je pense que c'est important quand même de remarquer la progression, l'évolution des solutions qui sont proposées. Quand on regarde ce document-là de 2024, on essaie de nouvelles choses. On reconnaît aussi qu'il y a des problèmes. Il y a beaucoup de transparence dans ce document-là par rapport aux problèmes et aux inefficacités. Donc, reconnaître le problème, c'est une bonne première étape. Ensuite, le plan de mise en œuvre va peut-être prendre un peu plus de temps. Mais je pense aussi, on veut s'assurer que les membres des Forces armées canadiennes sont écoutés par rapport à leur trajectoire personnelle et de carrière. Donc, c'est des considérations à prendre en compte. Bon, là, ça ne règle pas la question du logement, mais par rapport au déménagement qu'on exige de certaines familles, si on a plus d'opportunités de s'exprimer par rapport à nos choix, nos préférences, nos priorités, on se sent plus écouté. Et donc, ça aussi, ça peut jouer dans la logique de rétention.
Donc, je suis bien d'accord avec l'analyse jusqu'à présent. Là. On n'a pas des solutions claires sur toute la ligne, mais on démontre au moins qu'il y a eu une certaine écoute par rapport aux besoins et aux insatisfactions des membres des Forces armées canadiennes et surtout des familles militaires. Et finalement, je veux aborder la question de, c'est toute politique à quelque part, ça, les éléments concrets vont apparaître au fur et à mesure qu'on l'applique au courant des années. C'est toujours assez vaste l'ambition d'une politique à l'avance. Mais ce qui est important quand on annonce une politique, c'est le message. C'est ce qu'on communique aux Canadiens et aux Canadiennes, c'est ce qu'on communique à nos alliés, puis aussi ce qu'on communique à nos adversaires stratégiques. Donc, je serais curieux de savoir, pour vous, euh, c'est quoi les éléments forts du message à ces différents groupes qui nous écoutent? Peut-être, Justin, Je si tu veux pense, commencer. oui. Je pense que le document a été lancé avec beaucoup trop tardivement. Là, on sait qu'il y a eu des tentatives de le passer au cabinet auparavant, qui avaient peut-être des factures plus élevées qui ont pas passé au comité. Mais il devait être publié avant deux choses, avant le sommet de l'OTAN qui s'en vient cet été, sur lequel je vais revenir, première audience internationale, et deuxième, surtout avant les élections d'octobre 2025, potentiellement même avant. Selon si le gouvernement tient, parce que le gouvernement libéral ne pouvait pas s'exposer à la critique des conservateurs qui n'avaient pas pris au sérieux la défense canadienne. Donc là, il se prémunit contre ça parce que c'est pas son électorat à lui qui va vraiment lui reprocher d'avoir sous-investi, encore moins les néo-démocrates, ce sera potentiellement les conservateurs. Et là, il met le fardeau sur les conservateurs de dire qu'ils vont en faire encore plus dans la logique où ils devraient alors avoir plus de déficit ou couper davantage de programmes sociaux. Donc, je pense que ça, au niveau politique, c'est la joute qui se joue. Et je crois que ça va fonctionner quand on a regardé la réaction des conservateurs, c'est de dire c'est pas assez, mais il n'y a pas d'engagement à dire nous, on va faire plus, puis nous, on va l'atteindre à 2 On n'a pas vu ça de Peter Poilievre ou de James Busan ou d'autres. Et du côté des alliés, c'est là où je pense que le bas blesse, parce que si malheureusement Donald Trump est élu aux prochaines élections, avec l'absence de plan d'ici 2044 et après d'atteindre 2 on va s'exposer de manière magistrale à ses critiques les plus acerbes, à son imprévisibilité, à son tempérament intempestif, et qui sait ce qu'il pourrait découvrir s'il savait que le NORAD existait et comment ça fonctionnait, l'allocation des dépenses entre nos deux pays. Donc, moi, ça serait ma principale crainte si j'étais au bureau du premier ministre, c'est-à-dire que si l'élection présidentielle tourne à la défaveur du Canada avec l'élection d'un président qui a tenté de renverser, de soutenir une insurrection démocratique contre la démocratie américaine était élu, je pense qu'on serait pas en bonne posture. Il faudrait annoncer peut-être d'autres choses. Au moins avoir un objectif, comme tous les autres pays de l'OTAN ont au moins une date qu'ils vont atteindre le 2 Ils s'exposent un peu moins à la critique, il n'en faut pas assez aujourd'hui, mais au moins, on peut espérer qu'en 2032, 34, 38, on l'atteigne. Et s'il y avait eu des investissements qui sont discutés dans la politique, mais qui ne sont pas budgétés, comme on disait tout à l'heure, les drones, les sous-marins et autres, on l'atteindrait potentiellement. Donc, c'est pas qu'on manque d'idées ou qu'on n'a pas reconnu quels sont les besoins, c'est qu'on n'a pas encore défini nos besoins opérationnels parce que puisqu'on fait cet exercice-là trop peu souvent, ben, on n'a pas défini quelles étaient nos exigences opérationnelles et donc mener à une analyse des options et définir ce qui existe là, qui puisse être acheté par le ministère de la Défense. Donc, si on faisait cet exercice-là régulièrement, comme c'est proposé par le document, aux 4 ans, j'en doute, soyons réalistes, on a de la difficulté à le faire en 5 ans, et l'autre d'avant datait d'un autre gouvernement. Donc, mais si on était capable de le faire, mais cette mise à jour-là, au moins, nous permettrait peut-être de mieux anticiper nos besoins opérationnels et de ne pas toujours être euh, impréparés face aux défis auxquels font face les forces armées canadiennes. Et les examens ou les évaluations de la défense à tous les 4 ans, c'est une très bonne nouvelle aussi pour notre communauté dans le monde de la sécurité et de la défense. Donc, les chercheurs et les universitaires, on attend avec impatience là, justement ces processus de consultation. Donc, de savoir que ça va être un exercice régulier, je crois que c'est une très bonne nouvelle et puis je trouve que c'est nécessaire également. En termes des messages plus larges, je pense que les messages les plus importants, c'est vraiment ceux qui sont axés vers la population canadienne et ceux qui ciblent nos alliés. Je pense qu'au niveau des adversaires, il y a des messages importants au niveau de la dissuasion, mais
c'est pas le Canada qui va nécessairement commencer à intimider la Russie ou la Chine avec ses politiques de défense. Mais pour nos alliés, c'est très important. Je pense qu'on peut s'attendre aussi à d'autres annonces d'ici le sommet à Washington de l'OTAN. Donc, ça va être au mois de juillet. Et donc, on n'a pas tout dit dans cette politique de défense qui nous est proposée, justement, qui nous était proposée le jour de l'éclipse. Mais on s'est gardé quelques petites surprises pour le sommet, parce qu'au sommet, il y a toujours des priorités qui sont communiquées et puis le Canada va vouloir se garder certaines annonces pour cette date-là au mois de juillet. Puis en ce qui concerne la population canadienne, c'est comme je l'ai dit plus tôt, il faut vraiment que les préoccupations quotidiennes des Canadiens et Canadiennes se trouvent reflétées dans les énoncés de politique de défense. Sinon, on n'arrivera jamais à avoir l'approbation de l'opinion publique ou le soutien de l'opinion publique pour ces investissements qui sont quand même massifs. C'est bien dit. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, Justin. J'imagine qu'on se revoit dans 4 ans pour la suite de notre petit podcast. Donc, voilà la fin. Merci. Merci, Aurélie. Justin. C'est tout pour l'épisode de cette semaine dans notre série d'experts à l'Institut de la Conférence des associations de la défense. Vous pouvez visiter notre site web à l'adresse cdainstitute.ca ou vous abonner à notre infolettre. Merci et nous espérons que vous vous joindrez à nous la semaine prochaine.